C'est l'heure du second débat de ce sens public consacré à la Turquie, à la dérive autocratique de Recep Tayyip Erdogan. Depuis qu'il a fait jeter en prison son principal opposant, le maire d'Istanbul, les manifestations sont réprimées. Quels sont les germes de cette insurrection populaire? Peut-elle faire tomber le président turc? Avant d'en débattre, première réponse en images avec Clémentine Louise. Le mouvement ne s'essouffle pas. Dans les rues d'Istanbul, hier soir, les manifestants ont retrouvé la rue après quelques jours de calme pendant la fin du Ramadan. Depuis l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu, maire d'Istanbul et principal opposant au pouvoir, le 19 mars dernier, des manifestations historiques bouleversent le pays. Ça n'était pas arrivé depuis 2013. Les manifestations, actuellement, elles montrent surtout une fatigue, une inquiétude et une colère des nouvelles générations, notamment des générations d'opposition, bien sûr, face à un pouvoir qui est jugé de plus en plus autoritaire. Dès les premiers rassemblements, le gouvernement a mené une répression violente. 1400 personnes ont été arrêtées et plus de 300 étudiants sont encore détenus. Ceux qui répandent la terreur dans les rues et ceux qui veulent transformer ce pays en un lieu de chaos n'ont pas de destination. Le chemin qu'ils empruntent est une impasse. De son côté, le parti d'opposition a élu un nouveau chef de file pour guider la contestation et défier Erdogan dans les urnes. Le parti espère l'organisation d'élections présidentielles anticipées, la prochaine échéance étant prévue en 2028. Tayyip Erdogan, es-tu prêt pour la compétition? Es-tu prêt pour les meetings? Apportez l'urne, que la compétition commence. Si tu as le courage, nous voulons notre candidat à nos côtés et l'urne devant nous. Mais des élections anticipées seraient très probablement fatales pour le pouvoir actuel qui a perdu une majorité de ses électeurs. Alors la seule chance de pérenniser le système, ce serait de mettre en place une forme d'autoritarisme d'État en vue de maintenir la domination du Parti conservateur. Mais même dans ce cas-là, un tel système sans dirigeant charismatique et sans base sociale très solide aurait du mal à tenir dans la durée. L'opposition espère faire durer la protestation en organisant des rassemblements dans plusieurs villes du pays et à Istanbul tous les mercredis soirs. Qui peut stopper la dérive d'Erdogan? On en parle tout de suite avec Jean-Marc Wessous-Sfort. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes sénateur socialiste du Lot, secrétaire de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées et co-rapporteur de la mission d'information. Je la cite: renforcer la relation franco-turque afin d'agir conjointement pour la paix. Marie Gégaud, bonsoir. Vous êtes journaliste au Monde. Heureux de vous accueillir, ancienne correspondante en Turquie. Didier Billon, bonsoir. Bienvenue à vous aussi, directeur adjoint de l'IRIS, directeur du programme Moyen-Orient Maghreb, et vous publié La Turquie, un partenaire incontournable aux éditions Erol. Évidemment, Michael Darmon, éditorialiste politique, est resté à mes côtés. On s'est posé la question avec l'équipe, avec la rédaction de Sens Public, qui peut stopper la dérive, et on a hésité entre dictatorial, autocratique, despotique. Quel terme vous employez, monsieur le sénateur? C'est en tout cas, plus on avance, plus on va vers un régime dictatorial. Qu'est-ce qui restait de la démocratie en Turquie? Le fait que sur les élections locales, l'opposition pouvait être élue. Nous, on a rencontré le maire d'Izmir, le maire d'Ankara. Vous y étiez en octobre, c'est ça, en Turquie? Début octobre. Donc des membres du CHP et qui... Le CHP, c'est le principal parti d'opposition. Exactement, et de par leur implantation locale, étaient assez confiants sur la perspective demain de pouvoir remporter les élections présidentielles. Oui, et effectivement, il y a eu l'arrestation de la figure emblématique de ce parti, du maire d'Istanbul, et on va y revenir en détail. Est-ce qu'il y a, Marie Gégaud, toujours autant... J'ai vu qu'il y avait eu des manifestations d'étudiants hier à Istanbul et à Ankara. Il y a toujours autant de manifestants malgré la répression. Le mouvement en est où? Et il s'est un petit peu essoufflé là du fait d'abord des congés de l'Aïd, de l'après-Ramadan, oui. Et puis donc les étudiants, alors les fonctionnaires étaient... En plus, Erdogan a donné un petit lot de congés supplémentaires, quelques jours de plus. Donc les gens sont partis à la campagne, les étudiants plus de cours, et donc le CHP, donc le Parti républicain du peuple, ce parti institutionnel, le parti d'Atatürk fondé en 1923, qui lui essaie de canaliser la protestation, donc qui a décidé, le CHP, qu'il y aurait 2 manifs par semaine, une le mercredi et une le samedi. Je crois que celle du mercredi est à Istanbul et le samedi, elle serait itinérante dans plusieurs villes de Turquie. Mais on sent que, oui, ça s'essouffle quand même. Alors là, les images montrent que
malgré donc cette canalisation du parti d'opposition qui dit mercredi et samedi seulement, on voit que quand même les gens sont sortis. Mais c'est vrai que ça va être difficile de tenir sur la longueur. Tenir dans la durée. Sur la durée, oui. Est-ce que Didier Billon, on peut dire que la peur gagne aussi du terrain? On parlait de comment on peut caractériser ce régime qui se durcit de plus en plus. J'ai discuté très récemment avec un enseignant de l'université francophone Galatasaray qui était à Paris, avec lequel je faisais un débat public et qui m'a dit surtout je ne veux pas aborder les questions de politique intérieure. Donc il y a effectivement une même en France. crainte, absolument. Même en France. Mais on peut imaginer que Bien dans sûr. la Réunion il y avait quelques émissaires. Voilà, on va dire ainsi. Donc oui, incontestablement, il y a une peur, une crainte, une méfiance aussi, parce qu'il y a cette dérive qu'on évoquait précédemment. Pour autant, il ne faut pas sous-estimer la puissance de ce mouvement. Relatif affaiblissement, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'expliquait Marie, mais il y a maintenant d'autres formes de mobilisation peut-être moins spectaculaires. Alors, il y a notamment cette fameuse pétition qui demande la libération d'Imamoglu, qui demande la convocation donc d'élections. Imamoglu, c'est le maire d'Istanbul qui a été mis en prison, je le rappelle. Qui est en prison donc désormais. C'est la demande d'élections législatives et présidentielles anticipées. Donc, pour l'instant, c'est presque 10 millions de signatures sur la pétition. Donc, combien énorme. vous avez dit? 10 millions, presque 10 millions. Alors, les chiffres... Il voulait atteindre les 30 millions. Je ne sais pas pourquoi il s'était donné ce chiffre. Parce que ça serait plus que le score qu'a réalisé Erdogan aux précédentes élections présidentielles. Il était à 27 de mémoire, donc ils veulent dépasser. Donc il y a ce symbole. Il y a un appel au boycott. Alors ça, on en parle un peu plus tard. Donc, je vous laisse pas rentrer dans le détail de l'appel au boycott. C'est intéressant, ça ouvre une question économique. On va écouter Recep Tayyip Erdogan se défendre de céder à la colère. Nous traversons des jours très sensibles où nous devons agir avec sang-froid. Nous ne céderons pas aux provocations. Nous ne récompenserons pas les incitations. Nous ne céderons certainement pas à notre colère. Nous n'emprunterons jamais de chemin sombre qui pourrait mener au désastre. Nous ne serons pas dupes de la politique bon marché des lâches qui se cachent derrière la jeunesse pour dissimuler leur saleté. Erdogan, il est au pouvoir depuis 2014, août 2014. Il a été réélu 2 fois. Jean-Marc Wessous-Faure, qu'est-ce qu'il cède à la peur? Peut-être pas à la colère, mais peut-être à la peur. Est-ce que c'est une partie de l'explication, la peur de perdre le pouvoir? On a l'impression qu'il y a comme une fuite en avant, une crainte de perdre le pouvoir, et c'est souvent assez caractéristique de ces régimes autoritaires. On ne veut pas laisser le pouvoir. Parce que la décision qui a été la sienne, je ne sais pas si elle va aujourd'hui dans l'intérêt de la Turquie. On avait plutôt un pays qui avait consolidé sa place stratégique au niveau international. Nous avions pu constater leur volonté de renouer des liens, de pouvoir peser en Europe. Je rappelle que sur le conflit Ukraine-Russie, sur la position de la Turquie en Syrie, ils sortent plutôt renforcés de la dernière séquence. Et là, c'est une mauvaise nouvelle, en fait, pour la capacité que nous aurions, nous et l'Union européenne, nous, la France et l'Union européenne, de pouvoir tisser des coopérations avec ce pays qui est pourtant stratégique si on veut sauvegarder la paix dans cette région. Sur ceux qui manifestent, celles et ceux qui manifestent aujourd'hui, vous nous avez parlé du principal parti d'opposition, Marie Gégaud. C'est qui? C'est plutôt la jeunesse? C'est toute classe, tout âge d'âge, tout âge, toute tranche d'âge et toute classe. Et ce qui était intéressant, c'était que quand ça a débuté, c'est-à-dire que dès que le maire Ekrem İmamoğlu a été arrêté, les gens sont sortis spontanément dans la rue. C'était des manifestations spontanées. Et là, on voyait un grand mélange, c'est-à-dire des jeunes, des gens plus âgés, des retraités, et parmi les jeunes, différentes composantes politiques, c'est-à-dire des jeunes apolitiques, des jeunes qui ne sont pas du CHP, qui n'aiment pas le CHP, des jeunes qui sont plutôt pro-kurdes. Il y avait aussi des ultranationalistes, parce que j'ai vu des jeunes qui faisaient le signal du loup gris. C'est quoi le signal du loup gris? C'est Didier le fait. Alors remontrez-le, parce que vous n'étiez pas à l'antenne. Parce que c'est l'extrême droite, quoi. C'est l'extrême droite nationaliste. Donc on fait un loup avec sa main. Bon, d'accord, très bien. Et donc, j'assume. Donc c'était comme ça. Il y avait ça aussi. C'est très disparate, en fait, ce que vous décrivez. Oui, c'est ça. C'était vraiment parce que je pense que au-delà de la colère, donc à cause de ce qui venait de se passer
passé qui était quand même quelque chose d'énorme. C'est la première fois quand même dans l'histoire de la Turquie qu'on arrête quelqu'un du CHP, le parti institutionnel, le parti d'Atatürk, créé en 1923. Atatürk, on rappelle que c'est le fondateur de la Turquie moderne. Et donc c'est le symbole aussi de la Turquie laïque, d'une certaine façon. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'il est tellement ressollicité par le parti. Et les manifestants d'ailleurs, depuis que la manifestation a été canalisée par le CHP, on voit des slogans du genre « Nous sommes les soldats d'Atatürk »,« Nous sommes fiers d'être turcs »,« Laïcité », etc. Donc le CHP a canalisé. Pourquoi ? Parce que les manifestations étaient violentes et que quand même il y avait la crainte que tout à coup ça déborde. Et il y a eu, comme on l'a dit, à peu près 2000 arrestations, 300 toujours en prison, environ 80 déjà inculpés, entre 6 mois et 3 ans de prison pour une manifestation. Vous imaginez un étudiant qui fait ses études et tout d'un coup il est pris dans cette manifestation et parce qu'il avait un masque, parce que souvent ils ont des masques pour éviter, parce que le gaz au poivre, etc. Et donc parce qu'il avait un masque, voilà, et tu es venu, la manifestation était interdite, et voilà, entre 6 mois et 3 ans. C'est extrêmement pénalisant. L'autre aspect, alors il y a cet aspect de révolte politique, parce qu'on n'arrête pas un élu. Enfin, jusqu'ici, on avait arrêté des élus kurdes, parce qu'avec les Kurdes, on peut. Mais un élu du CHP turc, Istanbul... Du principal parti d'opposition, la principale ville de Turquie, enfin tout ça en vitrine, etc., tout ça montré, non. Mais il y a un autre aspect qui est l'aspect économique de frustration. Je pense qu'il y avait beaucoup, dans cet amalgame de gens, une grande colère et une frustration. Mais depuis que la protestation est canalisée, le public est un peu différent. D'accord. Avec donc, on l'a cité déjà plusieurs fois, ce moment symbolique, c'est l'arrestation du maire d'Istanbul. On est le 19 mars. On va l'écouter, Ekrem İmamoğlu, c'est quelques heures avant son arrestation. Regardez. Je regrette de devoir annoncer qu'une bande de personnes qui tentent d'usurper la volonté de notre nation utilise notre police, les forces de sécurité de ce pays, à des fins malveillantes. Ils ont déployé des centaines de policiers à ma porte. Nous sommes confrontés à une grave oppression. Mais je veux que vous sachiez que je n'abandonnerai pas. Je tiens énormément à vous. Je m'en remets à ma nation. Faites savoir à toute la nation que je resterai ferme. Je continuerai à me battre contre Recep Tayyip Erdogan et sa mentalité qui a utilisé tout ce processus comme un outil. Image quand même très étonnante. Il sait qu'il va se faire arrêter. On est quelques heures ou quelques minutes avant l'arrestation. Didier Billon, qui est-il ? Quelle menace représente-t-il pour Erdogan, le maire d'Istanbul ? Déjà, c'est le maire d'Istanbul. Et Erdogan lui-même avait dit « Qui tient Istanbul ? Tient la Turquie ». Parce que lui-même avait été maire d'Istanbul. Donc déjà, petite ville de 17 millions d'habitants, une masse financière très importante. Donc déjà, c'est un homme central dans le dispositif politique national, depuis toujours d'ailleurs, enfin au moins depuis les débuts de la République. Deuxièmement, il apparaissait ces dernières années que İmamoğlu était véritablement celui qui, grâce à la conquête de la mairie, était charismatique, avait le contact avec la population, avec les citoyens. Moi, j'ai pu participer à la campagne électorale d'il y a 1 an, lors des municipales à Istanbul, et il est vrai qu'il est très impressionnant. Il a des qualités humaines, il s'impose, et donc c'était un peu l'étoile montante du Parti républicain du peuple, d'autant que... Donc le CHP, le nom français, c'est Parti républicain du peuple. C'est même le CHP en turc, mais... En plus de ce charisme, de cette popularité montante, je pense qu'il représentait potentiellement un nouveau cap pour le Parti républicain du peuple, le CHP, beaucoup plus ouvert aux enjeux sociétaux, notamment le rapport à la laïcité, où il semblait, lui, beaucoup plus ouvert que ses prédécesseurs, et par rapport à la question kurde. Alors, je ne sais pas ce qu'il a au fond de sa tête, mais pour des raisons tactiques, il avait compris, et il l'avait fait à Istanbul, qu'il avait tout intérêt à se rapprocher du parti kurde, le DEM. D'accord. Donc, beaucoup d'atouts pour cet homme qui représente, et je termine là, qui s'affirmait comme le véritable concurrent de Erdogan, ce qui permet peut-être de comprendre son arrestation. Effectivement. Est-ce qu'il faisait, monsieur le sénateur, un peu la synthèse entre la Turquie laïque et la Turquie religieuse, İmamoğlu ? Oui, sans doute, on peut dire ça, puisque
Il revendique l'héritage d'Atatürk, mais il a su évoluer, notamment sur la question de la religion, sur ce qu'il est lui-même, sur sa communication. Donc effectivement, c'était un adversaire extrêmement dangereux pour Erdogan. C'était presque un peu un miroir pour Erdogan. Imamoglu est beaucoup plus jeune également, donc je pense que c'est ça qui a conduit Erdogan à aller jusqu'à cet emprisonnement, qui est un vrai risque quand même pour le pays. On peut quand même dire qu'il a fait emprisonner aussi Selahattin Demirtas, le leader kurde, qui était vraiment quelqu'un d'extrêmement doué, quelqu'un de très charismatique. Oui. Il l'a fait mettre en prison depuis 2016. Selahattin Demirtas est en prison. Mais ça a pas soulevé les foules. Non, c'est un Kurde, encore une fois, donc c'est pas grave. Oui. Mais Imamoglu, oui, là, on passe à un autre niveau, en effet. Mais je pense que chez Erdogan, il y a vraiment, depuis 2019, depuis que Imamoglu a été élu maire d'Istanbul, ça ne passe pas chez Erdogan. C'est devenu une obsession, en quelque sorte. Voilà, exactement. C'est une obsession. Oui. Michael, vous vouliez intervenir? Oui, moi je me posais la question parce qu'on parle effectivement des partis d'opposition, de leur impact sur l'opinion et peut-être de la force de déstabilisation à l'égard du leader. Mais qu'en est-il du parti au pouvoir? Est-ce que c'est pas son armature extrêmement puissante qui fait qu'en réalité il n'est pas mis en danger? Oui, c'est vrai. Marie et Didier Billon. C'est vrai, c'est quand même un parti qui... parce ici, on ne comprend rien. On présente Erdogan comme un affreux bonhomme qui est pas du tout un démocrate, et il est quand même réélu, parce qu'il a fait énormément de choses pour le pays. La Turquie a été transformée. C'est ce qu'on disait lors de la dernière campagne. 20 ans, malgré la colère, il serait battu, et il a été fortement... Absolument. Bon, il y a peut-être aussi... Il est passé de justesse quand même. Oui, il est passé de justesse. Oui. Dans les lieux de... Oui, il est passé de justesse quand même. On peut dire qu'il est un peu finissant et que en Turquie, quand même, un homme égale un parti. Donc le jour où il s'en va, on ne sait pas ce qui restera de son parti, d'autant que son parti, par exemple, au municipal, a perdu. Et aux législatives, il s'est maintenu, mais c'est pas non plus... donc il est peut-être un peu, en effet, finissant. Didier Billon, ça veut dire qu'il a encore des atouts pour lui, évidemment. Oui, la chute d'Erdogan n'est pas pour demain ou après-demain. Nous sommes dans une crise politique, nous ne sommes pas dans une crise de régime, pas à ce stade. C'est-à-dire qu'évidemment, il a été réélu. Alors, il a été obligé de recourir à un second tour. C'était la première fois. Mais enfin, il est quand même passé au deuxième tour. Ce qui signifie en d'autres termes que même s'il est sur une pente descendante, il a encore le pouvoir central, il a une majorité de députés en alliance avec un parti d'extrême droite au Parlement, il détient ou contrôle une majorité des médias, il détient bien sûr les appareils de répression, donc tout cela fait que Erdogan a encore de la puissance, sauf que il y a eu un tournant il y a juste un an avec ces fameuses élections municipales. Le fait que pour la première fois depuis qu'il est au pouvoir, ou son parti est au pouvoir depuis 2002, il a subi une défaite électorale, notamment dans les grandes villes. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que la Turquie désormais est divisée en deux blocs. Il y a toutes les grandes villes aujourd'hui qui sont aux mains et dirigées par le Parti républicain du peuple, toutes. Et donc par un parti d'opposition, je simplifie, plutôt laïque? Oui. D'accord, c'est bien, absolument. C'est pourquoi, pour ma part, je ne considère pas que c'est une dictature. C'est un régime autocratique, mais quand même une dictature où toutes les grandes villes sont aux mains de l'opposition, ça n'existe pas. Alors évidemment, nous sommes là... Il était évoqué une fuite en avant, là il y a une rupture avec l'arrestation du maire d'Istanbul. Ça c'est clair. Enfin quand même ça fait longtemps qu'il arrête tout et n'importe qui. Il a arrêté, il a fait arrêter il y a 15 jours une voyante qui avait dit qu'il allait mourir. Voilà. Non, et le fait par exemple, voyez le fait que la justice turque, quand même la Turquie voulait rentrer dans l'Union européenne, donc critères de Copenhague, etc. Et il y a un travail qui a été fait justement sur la justice et tout ça. Aujourd'hui la justice turque, depuis 2007, ils mettent dans les dossiers des accusés des témoignages anonymes. C'est ça qu'il a eu, Imamoglu. C'est ça qu'il a. C'est sur cette base qu'il a été arrêté. Voilà, c'est-à-dire qu'on fait venir un type, on ne le connaît pas, on ne sait pas son nom, on ne sait pas ce qu'il fait, et il dit, moi j'ai vu M. Imamoglu qui a pris une enveloppe d'argent d'un entrepreneur, et voilà. Alors vous comprenez, si vous avez une justice qui fonctionne comme ça, et ça c'est extrêmement utilisé depuis avant le coup d'État, ça a été de 2016, ça a été utilisé, aujourd'hui ça l'est encore, là on ne peut plus parler il n'y a pas de démocratie, là. Il y a une démocratie, oui, un peu électorale pour faire semblant, mais enfin...
Bon. Après, c'est intéressant. Le débat est là pour ça. Je disais tout à l'heure qu'il sortait renforcé plutôt sur la partie internationale. Mais en interne, il ne faut pas nier quand même les difficultés qu'il a, notamment sur le plan économique. Je rappelle qu'il y a quelques années, l'inflation était à 75%. Aujourd'hui, elle est à 55%. Qu'il y a beaucoup de difficultés dans le pays, que le pouvoir d'achat a baissé, que la monnaie turque s'est effondrée. Et donc, autant il avait été réélu assez facilement, mais avec des taux de croissance à 2 chiffres, avec, on le sentait, une économie qui était plus prospère. Là, ce n'est pas le cas. Et on verra quel rôle joue l'économie, mais ça peut être aussi décisif dans ce qui va se passer demain. Justement, vous m'offrez la transition pour parler de cette opération en parallèle des manifestations avec Audrey Vetas tout de suite. Bonsoir Audrey, bienvenue. L'opposition turque a lancé donc cette révolte du caddie vide. De quoi s'agit-il ? De boycott, tout simplement. L'idée a été lancée sur les réseaux sociaux et elle a été suivie par des milliers de Turcs qui estiment que c'est moins dangereux pour s'opposer au gouvernement que de manifester. Et ce boycott, il cible principalement les produits les plus taxés du pays, comme l'alcool ou l'essence, qui rapportent le plus d'argent à l'État, mais aussi les entreprises proches du pouvoir. Et il y a une marque qui symbolise tout cela, c'est l'enseigne de café Expresso Lab qui est perçue comme alignée avec le gouvernement. Alors sur les réseaux sociaux, l'opposition poste des clichés de magasins vides. Je vais en montrer certains. Voilà, des magasins qui sont boudés. Il y en a même qui vont jusqu'à installer des barnums avec des distributions de café dans des thermos devant ces fameuses enseignes. Mais cette grève à la consommation, elle va même plus loin. Le groupe de musique britannique Muse vient de reporter un concert qui était prévu ces prochaines semaines à Istanbul, reporté à l'année prochaine. Il y avait là encore eu des appels au boycott. L'organisateur du concert était accusé d'être proche du pouvoir, Thomas. Et alors justement, comment réagit l'exécutif ? Est-ce que ça fait enrager le gouvernement ? Oui, parce que ça touche à l'économie du pays et ça donne lieu à une guerre de communication. Des membres du parti politique du président se mettent en scène en dégustant des cafés dans la fameuse enseigne Expresso Lab dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça va même plus loin. Le ministre très naturel cette photo. Oui, tout à fait naturel. Pas du tout posé. Oui. Le ministre de l'Intérieur s'y met aussi. Vous allez voir, très posé. Le 2 avril, l'opposition avait lancé une grande journée de grève aux achats. Et bien, ce jour-là, il s'est filmé. Je vous ai mis les captures d'écran. Il s'est filmé en train de faire ses courses seul dans un magasin un peu déserté. Une vidéo qu'il a postée sur les réseaux sociaux. Ça, ce sont des captures. Ça peut prêter à sourire, mais cette guerre à la consommation, elle est prise très au sérieux. 11 personnes ont déjà été arrêtées, accusées d'avoir relayé des appels au boycott, Thomas. Merci beaucoup Audrey pour toutes ces informations. Vous commenciez à nous en parler, monsieur le sénateur. Ça peut peser sur Erdogan. Finalement, on cherche les leviers qui pourraient peut-être faire céder ou faire tomber Erdogan. L'économie, c'est un levier majeur pour vous ? L'économie peut être un levier majeur, mais c'est difficile de savoir ce qui va se passer demain, notamment avec les effets des droits de douane. Aujourd'hui, on ne sait plus trop comment ça va se passer. Les droits de douane imposés par Trump, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Non, après, c'est difficile de prédire l'avenir. Mon sentiment, c'est que ça viendra quand même de l'intérieur, de la capacité de la société civile turque à se mobiliser dans un temps long, parce que c'est ça, aujourd'hui, peut-être qui va être la difficulté. Le niveau de répression qui va être exercé par Erdogan. Après, il ne faut pas, par contre, trop attendre la communauté internationale, ni même par la France, puisqu'on est dans un moment où on a besoin de la Turquie, incontestablement, pour aider dans les divers conflits. Ça, on en parle un peu plus tard, si vous voulez bien, parce qu'évidemment, ce chapitre international, il est très important. Restons sur l'économie, Marie Jégou. Elle est affaiblie par la crise politique, l'économie turque ? Oui, évidemment. Dès l'annonce de l'arrestation du maire, la monnaie turque, la lire turque s'est quand même effondrée. Et la Banque centrale de Turquie a dû, pour la soutenir, dépenser en 3 jours 27 milliards de dollars. Quand on sait qu'à peu près la réserve totale en devises de la Banque centrale, c'est quelque chose comme 66 milliards de dollars. Donc c'est considérable. Donc oui, vraiment, déjà l'économie, elle va pas bien. Depuis 2018, elle va pas bien. Pourquoi elle va pas bien ? Parce qu'elle a été cassée. Par qui elle a été cassée ? Par le beau-fils d'Erdogan, qui a été nommé ministre de l'économie et qui a fait n'importe quoi. Et d'ailleurs, Erdogan aussi, il a prétendument un diplôme d'économie. Il se dit économiste, mais ils ont fait beaucoup de bêtises qui sont très difficiles à réparer aujourd'hui. Et alors, ce qu'il a fait d'assez incroyable, quand même aussi, c'est une semaine peut-être ou
10 jours avant, ou peut-être 2 semaines, je me souviens plus très bien, avant l'arrestation du maire d'Istanbul, il a quand même fait arrêter le patron de la TÜSİAD et le MEDEF turc. D'accord. Voilà. Alors imaginez la Turquie, un pays très industrialisé, la Turquie, avec quand même, dans la région, c'est quand même une puissance économique, oui. Et elle a un tissu de PME. C'est ça qui la rend très très dynamique et très vivante. Et donc tous ces patrons de PME et les très grands patrons de plus grosses entreprises, ils sont donc dans le MEDEF. Et qu'est-ce que fait Erdogan? Alors la TÜSİAD, oui, pardon, dans la TÜSİAD qui est le MEDEF turc. Et donc le patron de la TÜSİAD, devant ses pairs, fait un discours extrêmement critique d'Erdogan. Il dit même c'est plus facile aujourd'hui en Turquie de créer une société criminelle qu'une société industrielle tout court. Bon. Et il se fait arrêter. Il se fait arrêter, évidemment. Et non seulement il se fait arrêter, mais tout ça est montré à la télé. C'est-à-dire qu'il est pris en escorte par 2 policiers qui l'emmènent au tribunal. Il va voir un juge. Son adjoint aussi est arrêté. Et leurs passeports leur ont été confisqués. Ils vont être jugés. Ils sont aux arrêts domiciliaires actuellement. Leurs passeports confisqués. Oui. Ces 2 hommes ne peuvent plus voyager. Non, mais imaginez une Turquie qui, quand même, l'économie n'est pas très bonne. Donc on fait tout ce qu'on peut avec des gens qui travaillent, ces entrepreneurs. C'est incroyable quand on visite les zones industrielles en Turquie, comment ces gens sont incroyables dans le business. Et voilà qu'on les arrête. Ça aussi, c'est inédit. On n'a jamais vu en Turquie le patron du MEDEF turc se faire arrêter. Didier Billon, à quel point l'économie est en train de se gripper? Oui ou non, et avec quel effet sur le pouvoir, sur la fragilisation éventuelle du pouvoir d'Erdogan? Alors, tout d'abord, cette crise, elle n'est pas nouvelle. Oui. Elle est accélérée, la crise boursière, la nécessité d'injecter une partie des réserves de la Banque centrale, c'est une évidence. Là, nous sommes dans un moment de tension énorme. Mais en fait, la dégradation de l'économie turque, elle remonte à au moins 6, 7, 8 ans. Oui. Ce n'est pas nouveau. Et quand ces hommes, ces femmes, ces jeunes, ces plus âgés sont sortis dans la rue, en fait, il y a conjonction de plusieurs phénomènes. Il y a l'arrestation de İmamoğlu comme symbole, c'est d'une violence extrême, bien évidemment. Il y a toute la situation économique. Imaginez bien que les fins de mois pour le peuple turc, c'est très difficile, y compris les professions moyennes supérieures. Moi, je connais des journalistes, des universitaires qui sont obligés de trouver un 2e petit boulot ou faire des conférences de ci, de là pour boucler les fins de mois. Et vous imaginez que les couches les plus appauvries, c'est encore pire pour elles. Et puis, 3e élément qu'il ne faut pas sous-estimer, et ça, la jeunesse, évidemment, a été directement touchée, c'est l'ordre moral, l'ordre conservateur que veut faire régner Erdogan. Donc vous avez la conjonction de 3 phénomènes essentiels qui font comprendre la spontanéité de ces mouvements de protestation, même si je pense ils vont peu à peu s'épuiser. Mais le boycott, pardon, oui, allez-y. Et leur radicalité. Alors sur le boycott... est-ce que ça peut avoir un effet ou pas? C'est impossible à mesurer. Au-delà, là, il y a plutôt, à mon avis, une guerre de communication. Oui, il y a des symboles. Plutôt qu'une guerre économique. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a déjà eu des boycotts en Turquie au fil des années. Ça n'a jamais véritablement fonctionné. Ça a une force symbolique. On a évoqué le magasin de café, les magasins d'alimentation. Il y a aussi de la part de l'opposition, c'est peut-être plus important politiquement, l'appel au boycott d'une partie des médias. Comprenez bien que certains médias qui sont inféodés au pouvoir n'ont pas diffusé une seule image des manifestations. Donc c'est un peu grossier quand même. Alors tiens, justement là-dessus, je vous propose d'écouter tout de suite un journaliste. Il est responsable de Reporters sans frontières en Turquie. Ça fait 30 ans que je couvre les affaires qui concernent les journalistes en Turquie et c'est la première fois que je vois des professionnels des médias clairement identifiés, être pris pour cible et envoyés en prison pour avoir participé à des manifestations interdites. Une chaîne de télévision nationale a été interdite pendant 10 jours. C'est une première. Pouvez-vous imaginer le niveau de cette sanction ? Ils n'ont fait que diffuser ce qui se passe dans la rue et donner la parole à des experts qui parlent d'une société polarisée, du danger que les gens soient montés les uns contre les autres. C'est tout. Marie Jégo, à quel point c'est difficile, vous avez travaillé plusieurs années, 8 ans en Turquie, à quel point c'est difficile aujourd'hui pour les journalistes de travailler ?
Oui, c'est difficile de travailler en effet parce que les règles sont pas... voilà, il y a des pressions. Oui, on va vous donner votre carte de presse, mais on fait traîner. Si vous faites un article... Parce qu'il faut fournir des exemplaires des articles que vous avez écrits quand vous demandez votre carte de presse. Ça, c'est pour les journalistes étrangers, mais pour les Turcs aussi. Les Turcs aussi ont beaucoup de mal à avoir des cartes de presse. Beaucoup de journalistes travaillent sans carte de presse. Mais est-ce qu'il y a encore une presse libre ? Erdogan s'efforce vraiment de les faire fermer. Énormément de médias ont fermé parce qu'ils ont eu des amendes, par exemple, de justice, et c'était impossible à payer. Ils ont fini par mettre la clé sous la porte. Et il y a beaucoup de médias pro-pouvoir qui sont vraiment, alors là, comme a dit Didier, très partisans, puisque donc on ne montre pas les images des manifestations. Une question, vous aviez une question, j'avais en fait une question parce qu'on nous attire souvent l'attention sur le fait qu'il y a aussi un autre boycott qui se met en place de la part des populations actives, c'est celui du système scolaire public, où en réalité on entend que les parents mettent de plus en plus, veulent retirer leurs enfants parce que il y a l'islamisation, il y a toute la propagande, et que c'est une forme également de Didier Billon là-dessus de révolte. Oui. Mais c'est très très difficile à mesurer exactement parce qu'on en parle souvent, vous avez parfaitement raison. On explique même que des parents, mais qui sont des parents très fortunés, envoient leurs enfants faire leurs études secondaires et supérieures à l'étranger. Pour ma part, j'ai tenté de retrouver des chiffres statistiques impossibles. Mais il y a un phénomène, mais honnêtement, qui doit toucher une toute petite minorité de la population. Si je puis me permettre, je voudrais rajouter quelque chose sur ce que disait Marie. Sur les médias ? Sur les médias, sur les journalistes. Rapidement, il nous reste le chapitre international. Je pense qu'un chercheur parlait d'une autocratie aléatoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que dans le même journal, par exemple, un journaliste peut faire un article légèrement critique à l'égard de Erdogan, et puis il ne risque rien. Dans le même numéro de son journal, il y a une caricature qui ne plaît pas à Erdogan, il peut être mis en procès et avoir une amende ou des mois de prison. Et puis le lendemain, le même article par le même journaliste ou un autre article par le même journaliste pourra lui coûter aussi une atteinte. Donc c'est à la discrétion du despote, quoi, en quelque sorte. Et c'est ça qui rend la situation extrêmement inconfortable. Jusqu'où peut-on aller quand on écrit dans la presse ? Alors, n'oublions pas la suspension des réseaux sociaux, qui a été décrétée par Erdogan. On a vu à quel point elle pouvait être majeure, notamment au moment du printemps arabe. C'est un élément de communication qu'il vise à supprimer et qui peut avoir un impact. Et puis là, tout est insulte au président. Vous voyez là le président du CHP, justement... Donc le principal parti d'opposition. Le principal parti d'opposition. Le président Erdogan vient de dire qu'il allait le poursuivre parce que dans son dernier discours, le chef de l'opposition a parlé, Özgür Özel, il s'appelle, et il a comparé Erdogan à une junte, le régime d'Erdogan à une junte. Donc Erdogan a dit « je vais le poursuivre pour insulte au président ». Et il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont soit en prison, soit qui ont des amendes fortes pour insulte. Il vient de donner, le chef du CHP, une interview à nos confrères de l'agence France-Presse dans lequel il dit vouloir combattre Erdogan jusqu'au bout. Il a perpétré un coup d'État contre le prochain président de la Turquie, notre candidat à l'épreuve présidentielle. Évidemment, il parle du maire d'Istanbul. Allez, j'ouvre le chapitre consacré au rôle géopolitique de la Turquie et donc à l'influence diplomatique de Recep Tayyip Erdogan. Mickaël, on va s'intéresser à la Syrie depuis la chute du régime de Bachar el-Assad. Le président turc a des vues sur ce pays et ses projets font vraiment pas plaisir à tout le monde. Ah oui, alors je vous plante le décor. C'était lundi dans le bureau ovale, donc à Washington, au moment où Donald Trump recevait donc le premier ministre israélien Netanyahou. Et là, fidèle à sa méthode du chamboule tout, Trump l'applique cette fois-ci à la géopolitique du Proche-Orient. Et le voilà en train de féliciter le président turc pour avoir pris de facto, selon lui, selon ses termes, le contrôle en Syrie, et s'exclamant « personne n'a jamais fait ça depuis 2000 ans ». Il est vraiment à féliciter. Alors évidemment, cette sortie, vous l'imaginez bien, n'a pas été du tout du goût du dirigeant israélien qui était juste à côté de lui, qui a accusé donc le coup, alors qu'Israël se dit justement en train de vouloir empêcher en ce moment Erdogan
d'avancer ses pions en Syrie. Alors, si on rentre dans le détail, quels sont les enjeux la Turquie prévoit quoi? D'annexer la Syrie? Non, on n'en est pas là. Il est impérialiste, certes, mais enfin, il ne va pas jusque-là encore. Pour l'instant, il va être très influent et très présent. Ça l'intéresse effectivement énormément, parce qu'il faut avoir à l'esprit que, évidemment, la chute du régime d'Assad a été faite par l'intermédiaire aussi donc, de l'influence turque, et qui a aidé donc, le nouveau maître de Damas, Ahmad al-Shara. Donc, grâce à cette évolution-là, tout simplement, la Turquie veut remplacer donc, l'Iran comme sponsor et mentor de la Syrie, et propose un accord de défense, propose de former, propose d'équiper l'armée. De ce point de vue-là, les Israéliens essayent d'expliquer à Netanyahou que c'est pas facile, les Libanais aussi, mais surtout les Israéliens, et on l'a compris, c'est pas facile de convaincre en ce moment donc Donald Trump. Oui. Et cet activisme d'Erdogan, il y a aussi des motivations internes. On rejoint notre première partie. Et on rejoint absolument donc cette première partie du débat. Il y a un diplomate européen en poste à Ankara qui me confie il y a quelques semaines en petit comité, en fait, que la question kurde aussi explique le comportement d'Erdogan, parce qu'il peut comme ça donc contrôler à la fois à l'intérieur de la Turquie, à l'intérieur de la Syrie, donc les Kurdes qui sont toujours soupçonnés, bien sûr, d'être des activistes terroristes. En fait, on le voit aussi avec la Syrie. Erdogan va envoyer un message aux Occidentaux, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il est également un partenaire important au sein donc, de l'OTAN. Et pour faire oublier ces difficultés intérieures, Ankara veut montrer qu'il est une place géopolitique avec laquelle il faut compter dans ce nouveau Moyen-Orient, Proche-Orient qui est en train d'émerger. D'où le fait que d'ailleurs les Israéliens ont bien compris le message. D'ailleurs, ils viennent de monter un comité de liaison avec les Turcs pour éviter un affrontement sur la Syrie. Entre les deux pays. Jean-Marc Wessous-Fort, c'est le meilleur allié d'Erdogan, c'est Donald Trump, aujourd'hui? Ça, nous verrons bien. En tout cas, il partage certainement un peu cette envie impérialiste, cette nostalgie de la grande nation, notamment chez Erdogan de l'Empire ottoman, sans doute. Après, évidemment, le rôle de la Turquie est aujourd'hui plutôt de favoriser la paix, me semble-t-il. Lorsqu'on s'est déplacé, on voyait qu'il y avait la volonté, au moins autour de la Turquie, d'avoir des espaces plutôt apaisés, avec la Grèce, avec Chypre, sur le conflit aussi Arménie-Azerbaïdjan. On sent que la Turquie aimerait bien avoir comme autour d'elle un espace de paix pour se protéger de la Russie et évidemment de la situation compliquée au Proche-Orient. Et pour nous, Union européenne, c'est un partenaire quand même qui reste majeur. On l'a vu au moment du déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est Erdogan qui a bloqué les navires dans le détroit du Bosphore, qui a permis à l'Ukraine d'exporter, évitant une famine mondiale. Et ce matin encore, j'ai interrogé la présidente du groupe d'amitié Ukraine-France sur la relation avec la Turquie. Je rappelle qu'on a intégré la Turquie à ce sommet des volontaires pour voir la position qui était la nôtre. Et elle disait à quel point la Turquie restait quand même un partenaire. Je ne crois pas que la Turquie ait envie d'avoir une Ukraine qui soit totalement sous influence russe. Ils se craignent, c'est mon sentiment. Et donc, ça reste un partenaire majeur, mais il est clair que ce qui vient de se passer n'est pas une bonne nouvelle, parce que pour restaurer la confiance et pouvoir construire avec la Turquie, ça intrigue et ça pose des difficultés. Mais quand même, Marie Gégaud, ce rôle charnière d'Erdogan, ça protège la Turquie de sanctions internationales d'une certaine façon. Oui, alors est-ce qu'on avait beaucoup de leviers là, par exemple, même si ça nous a été reproché par l'opposition turque, par le CHP justement, qui a dit mais que font les Européens quand même? Pourquoi vous ne réagissez pas? Notre maire est emprisonné. Mais je pense qu'on n'a peut-être pas beaucoup de leviers, et comme vous le dites très bien, c'est le contraire, puisque la Turquie, Erdogan affaiblit sur la scène interne et grandit sur la scène externe, puisque en Syrie, même si on dit toujours que Al-Shareh, le nouveau leader syrien, n'est pas dépendant, non, il n'est pas dépendant d'Erdogan quand même. Le fief d'Idlib, qu'il a dirigé pendant très longtemps avant de mettre par terre Bachar al-Assad et de prendre le pouvoir, le fief d'Idlib était adossé à la Turquie. L'électricité, c'était la Turquie. Les téléphones portables, c'était la Turquie.
Et bien sûr que les Turcs ont énormément aidé les islamistes, puisque depuis 2011, tout le mouvement de libération en Syrie, de libération de la dictature de Bachar al-Assad, il était fortement encouragé par la Turquie, qui garde des zones au nord, qui a 2 zones au nord de bandes frontalières le long de la frontière Turquie-Syrie, parce qu'elle ne voulait pas donc que les Kurdes syriens affiliés au PKK puissent prendre de l'ampleur. Donc là, maintenant que la question kurde est en train peut-être de se régler en Syrie, puisqu'il y a eu une main tendue entre le nouveau leader syrien, donc Mohamed al-Shareh, et puis le leader des Kurdes, Mazloum Abdi. Il y a eu une entente, et on dirait que ça se passe bien. Donc il faut espérer. Je voulais juste redire un petit truc par rapport aux protestations de tout à l'heure, qu'on n'a pas dit et qui est très important. Le mouvement kurde s'est désolidarisé des protestations de rue. C'est pour ça que je pense que ça n'ira pas très loin. Et oui, donc c'est un autre signe d'essoufflement. Je reviens sur le rôle diplomatique de la Turquie et donc d'Erdogan. Il y a quand même un signe, c'est que demain à Istanbul, il y aura des discussions entre Américains et Russes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas se passer de la Turquie aujourd'hui, Didier Billon? Non, je pense que c'est un partenaire incontournable, oui, c'est le titre de votre livre. Mais qui évidemment s'est affirmé au cours des dernières années. Ça, c'est un fait. Pour autant, soyons très prudents. Oui. Rappelons-nous que lorsque la guerre entre la Russie, enfin l'agression russe contre l'Ukraine s'est déclarée, immédiatement Erdogan a pris parti en défense de l'Ukraine. Ça, c'est incontestable. Mais il a maintenu des relations très fluides avec Erdogan. Pourquoi? Parce qu'il voulait jouer justement le rôle... Avec Poutine. Poutine, pardon. Il voulait jouer le rôle de médiateur. Sauf que jusqu'à maintenant, les négociations qui existent entre Américains et Russes, entre Russes et Ukrainiens, enfin Américains et Ukrainiens, pardonnez-moi, c'est pas en Turquie, c'est en Arabie Saoudite. Oui. Mais alors là, ça se passe à demain, oui, bien sûr. Donc je crois que la Turquie aura un rôle, mais elle ne sera pas la seule. Elle sera un des États, un des partenaires qui pourra œuvrer à un rapprochement et j'espère un cessez-le-feu en Ukraine. Autre exemple, vous savez que la guerre de Gaza a été l'objet de nombreuses déclarations extrêmement dures de la part de Erdogan, mais sa radicalité verbale l'a empêché en réalité de jouer un rôle réel d'hypothétique médiation entre Israël et le Hamas. Alors qu'au point de départ, on sait que Erdogan avait d'étroites relations avec le Hamas, et avant le 7 octobre, avait de bonnes relations avec Israël. Alors ces tendances-ci, le président israélien devait venir en Turquie juste avant le 7 octobre, enfin, etc. Donc, mais cette radicalité verbale l'a impuissanté lui-même. Donc il faut faire attention. Mais elle s'exprimait aussi à destination de son opinion publique. De son opinion publique interne, de l'opinion publique régionale, parce qu'il comprend très bien que dans les pays arabes, eh bien, faire des déclarations très dures contre Israël, c'est un moyen de s'affirmer dans la région, et c'est quand même une de ses grandes préoccupations. D'ailleurs, on constate qu'au cours des dernières années, tous les pays avec lesquels il s'était brouillé, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte et maintenant la Syrie, il s'est réconcilié avec. Parce qu'il y a ce vieux projet, je ne sais pas si on peut le qualifier d'impérialiste, c'est un autre débat, mais apparaître comme un des leaders incontestés de la région. Je voudrais terminer avec vous sur la question des sanctions, parce que vous avez posé la question au ministre des Affaires étrangères cet après-midi au Sénat, et... Enfin, il n'a pas du tout répondu, Jean-Noël Barrot, non, que les choses soient claires. Elle est très graduée. On est toujours sur une profonde préoccupation. On est loin de la condamnation et on est encore loin des sanctions. C'est bien la démonstration qu'il y a beaucoup d'hésitation, qu'on regarde comment la situation va évoluer et qu'on se réserve la possibilité d'aller un peu plus loin. Mais aujourd'hui... on a toujours envie et que ce serait peut-être une erreur. Oui, et que ce serait peut-être une erreur, c'est un peu de réel politique, de se couper de l'interlocuteur turc aujourd'hui, malgré toute cette dérive. Sur le plan de la réelle politique, il est évident que dans nombre de conflits, on a besoin de la Turquie comme position d'arbitre qui peut parfois aussi être faiseur de paix. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler, Didier Billon, le titre de votre livre, donc La Turquie, un partenaire incontournable, qui est publié aux éditions Erol, et Marie Gégaud, évidemment. On lit avec beaucoup d'intérêt vos articles dans le quotidien Le Monde. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Merci Mickaël pour cette première. Il y en aura d'autres. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro de Sens Public.
Public, 18h, 22h. D'ici là, vous pouvez revoir nos débats sur la plateforme publicsena.fr, nous réécouter en podcast. Et puis notez que l'invité de la matinale, demain, ce sera Olivier Sichel, le directeur général par intérim de la Caisse des dépôts. Belle soirée.